Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans 26 minutes avec le respect de l'éthique, l'honnêteté intellectuelle et un étranger rare mélange d'orgueil, de discrétion, d'humilité et de sobriété dans les propos, les gestes et dans l'écriture et la conscience, sûrement depuis son très jeune âge, de sa propre valeur, sans prétention et peut-être d'un certain destin et de la certitude d'y arriver, de réussir à force de travail et de détermination, des qualités qui ne sont pas forcément indispensables pour être un anthropologue, mais qui font une grande différence quand il s'agit des vrais, des bons anthropologues. Et notre invité de ce soir, l'anthropologue Hassan Rachid, qu'on est indéniablement l'un des meilleurs de sa génération au Maroc, mais aussi au-delà de nos frontières. Un chercheur engagé, pointu, rigoureux, intègre, qui peut se targuer de n'avoir jamais monnayé ses recherches ou vendu son âme. Ce juriste de formation et anthropologue de conversion, comme il se plaît à se décrire, a accompagné durant plus de 4 décennies, observé, réfléchi, essayé de comprendre, d'interpréter sans jamais porter de jugements moraux, en bon anthropologue qui se respecte, les changements sociaux du Maroc rural et urbain, les rituels populaires, les processus d'idéologisation religieuse et politique, scruter l'identité ou les identités collectives marocaines et les symboles de la nation. C'est originaire du Souss qui a grandi à Dermoulay Sherif, puis au mythique quartier de Derb Sultan, qui a sillonné le Maroc de long en large et visité très jeune les plus grandes capitales occidentales, et lui-même fruit de ces identités molles dont il fait l'éloge, l'identité marocaine ouverte, plurielle, cumulative, anthropologue de sa propre culture, si proche et si loin, avec une approche nouvelle, compréhensive et critique des études anthropologiques précédentes sur le Maroc. Hassan Rachid a fait partie de la commission chargée par le souverain d'élaborer le rapport sur le nouveau modèle de développement. Il est aussi l'un des rédacteurs de la grande enquête sur les valeurs intitulée « L'islam au quotidien », une référence depuis sa publication en 2007. Il était professeur et directeur du Centre marocain des sciences sociales à l'université Hassan II de Casablanca et professeur visiteur dans les plus prestigieuses universités américaines, françaises et arabes, Princeton, Brown, l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, l'université Saint-Joseph de Beyrouth ou encore l'Institute for the Study of Islamic Civilizations à Londres. Il enseigne actuellement à l'université Mohamed VI. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont Le Sacré et le Sacrifice dans le Haut Atlas marocain, Le Sultan des autres, rituels et politiques dans le Haut Atlas, Comment rester nomade, Symboliser la nation, Le proche et le lointain, un siècle d'anthropologie au Maroc, Anthropologie des plus proches, Retour sur le temps de mes parents, L'esprit du terrain, Éloge des identités molles. Il a aussi travaillé sur des ouvrages collectifs comme L'usage de l'identité amazigh au Maroc ou encore L'islam au quotidien. Hassan Rachid vient de publier un nouvel ouvrage, Devenir anthropologue chez soi, interpréter sa propre culture aux éditions à la croisée des chemins. Et il nous fait le grand plaisir d'être sur notre plateau ce soir. Hassan Rachid, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et merci pour cette présentation à la fois condensée et sympathique. Je vous en prie, Monsieur Rachid. Alors, dans votre dernier livre, où vous revenez sur votre parcours d'anthropologue, vous écrivez, je vous cite, « En restituant mon parcours, je suis conscient de ne pas être devant le même jeu. Il s'agit d'une interaction, d'une relation de face à face décalée dans le temps entre différents jeux. Dire que j'écris sur moi-même est un peu court lorsque je réfléchis sur une longue durée. Certes, je suis à la fois le sujet et l'objet de cette réflexion. Comment peut-on être anthropologue chez soi, sujet et objet de son observation ?» Alors, le jeu en sciences sociales est un peu problématique. Nous écrivons des études, des enquêtes, lorsque nous rédigeons des enquêtes, lorsque nous réalisons des études, le jeu disparaît un peu. Il y a un minimum d'objectivité à observer, mais une fois que les études sont publiées, on peut non pas uniquement insister sur la vitrine, sur le produit fini, mais également sur l'atelier, sur comment on est arrivé à produire. Et là, le jeu, il est incontournable. Pour certains, il n'est pas souhaitable d'utiliser le jeu. Pour d'autres, il est impossible d'utiliser le jeu. Comme vous venez de le dire, et il y a une image que j'utilise beaucoup, on ne peut pas se voir du balcon en train d'entrer par la porte. C'est-à-dire, le jeu, il est indivisible. Et moi, ma réponse, c'est tout simplement, lorsqu'il y a un médium, lorsque quelqu'un me filme en train de
d'entrer par la porte, je peux me regarder du balcon. Et donc ce sont ces médiations qui sont également objectives. Il est théorique et il est également empirique. Je commence par l'empirique, c'est mes carnets de terrain. Une vingtaine de carnets de terrain. Donc c'est un jeu qui est là. Il y a des archives. Il y a Hassan Rachik, Hassan Rachik l'étudiant, Hassan Rachik le néophyte, Hassan Rachik qui se convertit, Hassan Rachik, etc., le consultant, l'intellectuel, etc. Donc ce n'est pas un jeu ramassé, ce n'est pas un jeu condensé, c'est un jeu historique qui est changeant. Et à partir de cette empirie, mes carnets de notes, mes archives, oui. Je peux non pas écrire sur moi-même, mais écrire sur moi-même à travers ces archives-là. Oui. Et puis à la médiation théorique, je vais juste la résumer. Comme j'ai travaillé sur les autres anthropologues, d'accord, dans le proche et le lointain, et dans d'autres livres, les mêmes instruments que j'ai utilisés pour étudier l'œuvre des autres anthropologues, leur parcours, leur biographie, je me les suis appliqués. Donc, l'objectivité, je peux toujours être objectif tout en parlant de moi-même. La définition classique, l'anthropologie est une discipline dont le but premier, sinon le seul, est d'analyser, d'interpréter les différences. Adhérez-vous à cette définition? Et cette discipline qui a énormément évolué ces dernières 60 années, parce qu'elle se définissait comme l'étude de la culture de l'autre, elle est née avec la colonisation. Est-ce qu'il y a toujours d'actualité, cette définition? Est-ce qu'il y a toujours de l'altérité, même en nous? Parce qu'on est peut-être la somme de plusieurs identités, de valeurs de changement. Est-ce qu'il est toujours d'actualité, cette définition? Il est d'actualité avec une petite nuance. Comme vous venez de le dire, l'altérité. Moi, je suis anthropologue. Je vis au Maroc. Je travaille sur les Berbères ou les Amazirs du Haut-Atlas, sur les nomades de l'Oriental, sur les émigrés, femmes ou jeunes filles immigrées à Marrakech. S'il n'y avait pas d'altérité, si on était tous interchangeables, je serais resté dans mon bureau. J'aurais écrit des livres en tant que Marocain. Mais il y a toujours l'altérité. Mais la première altérité dont il s'agit, c'est une altérité civilisationnelle. Il n'est pas intra-civilisationnel. C'est vraiment l'anthropologue apprend l'idiome, apprend le dialecte, apprend la langue de l'autre. Il apprend tout sur l'autre. Oui. Moi, je ne suis pas obligé d'apprendre tout sur les autres. La jeune fille immigrée, une jeune fille immigrée m'a dit à Marrakech, hier, j'ai fait le pèlerinage, Hajjit. Et quand même, bon, voilà, une jeune fille qui ne peut pas avoir les moyens. Et je lui ai dit, bon, s'il te plaît, explique-moi ce que veut dire Hajjit. Il était au commissariat, il a passé la nuit au commissariat. Et pour eux, c'est Hajjit. Donc, personne ne peut maîtriser le jargon, la culture, les symboles, soit d'une catégorie sociale, soit d'une culture locale, etc. Donc vous êtes toujours dans l'étude de la différence, vous êtes proche et loin, toujours. Oui, à chaque fois. Alors, la tradition dans cette émission veut que l'invité ramène avec lui un objet qui a une signification particulière pour lui, qui compte beaucoup pour lui. On va découvrir l'objet que vous avez ramené, Hassan Rachik. Donc l'objet, c'est le plumier. Le sous-objet, c'est les plumiers. Bon, ça, c'est toute une génération. Et puis, bien sûr, au collège, on est passé à ça. Et au style wahhabi que je n'ai pas ramené parce qu'il ne fait pas partie du plumier. Alors, il y avait le plumier, il y avait l'encrier, il y avait une plume pour écrire le également français, une plume pour écrire l'arabe. Oui, exactement. Il y avait deux sortes de plumes. Il y avait une plume, celle-là, c'est pour le français. Oui, qui était plus fine que celle de l'arabe. Et celle-là, c'est pour l'arabe. Et le malheur, c'était quand la plume, quand un bout monte sur l'autre. Ah oui, là, il faut la jeter. Ça, c'est là, c'est la catastrophe. C'est un objet très symbolique qui renvoie à une époque. Oui. C'est comme chez Proust, il y a toujours un petit fragment concret qui vous renvoie à votre enfance. C'est votre Madeleine à vous. Oui. Nous allons, si vous le permettez, revenir sur votre parcours, votre enfance, votre jeunesse. Vous êtes né dans le Souss, dans la région d'Outer-Oudint. Vous êtes arrivé très jeune à Rabat, puis vous vous êtes installé à Casablanca. Parlez-nous de l'enfant que vous étiez. Quelles valeurs vous ont transmis vos parents? Vous parlez, en évoquant votre père, de ce que vous appelez l'implication, par l'exemple. Quel exemple vous ont donné vos parents, votre père, votre mère? Plusieurs exemples. Moi, je vais choisir un
qui est très, très parlant. Un jour, mon père, qui était receveur dans la région autonome de Casablanca, Mais qui était aussi alim. et qui était aussi frais, donc c'est le salarié, c'est le premier salarié de la famille. Hein. Donc, dans toute famille, il y a toujours le premier. Bon, nous, maintenant, on est second. Hein. Donc, il est venu avec comment ça s'appelait? Une trousse, une belle trousse, pleine, très lisse, avec tout ce que vous pouvez imaginer. L'équerre, les crayons de couleur, la gomme, le taille-crayon, etc., etc. Moi, j'ai sauté dessus et j'ai dit non. Le client ou la cliente, voilà, il faudra qu'on attende 3 jours. Si la cliente n'apparaît pas, c'est à toi. Et donc, ça, il n'était pas obligé. Chaque fois, je le dis, les meilleures valeurs sont les valeurs qui sont transmises à l'insu, d'abord. Il ne faut pas forcément verbaliser, mais par l'action, l'exemple. Exactement. C'est pas votre tableau, c'est pas faites ceci, faites cela, ou ne faites pas cela, etc. C'est juste, voilà, un comportement. Et puis, c'est à vous de réfléchir par la suite, de le suivre ou de ne pas le suivre. Oui. Ça, c'est du côté de mon père, qui m'a beaucoup aidé. Je vais pas m'allonger là-dessus. Donc, comme tu viens de le dire, c'était un lettré. Donc, c'était mon soutien scolaire pendant au moins une dizaine d'années, jusqu'au collège où les choses ont commencé à devenir compliquées pour lui, physique, chimie, etc., sciences naturelles. Ma mère, c'est un peu une initiation, une grande porte vers la culture berbère, amazigh et l'imaginaire berbère. Elle était femme au foyer, travaillait beaucoup avec nous. Elle parlait que berbère, amazigh, jusqu'à l'âge de 22 ans, peut-être? Peut-être non, même plus. 20 ans, même quand j'avais 12, 13 ans, il balbutiait encore. Son darija, il balbutiait. Il a commencé à parler vraiment darija lorsqu'il avait une quarantaine d'années. Même. Et donc, c'était une entrée, c'était soit le conte populaire, c'était les proverbes, c'était les expressions, etc. Donc, chacun a son monde, et puis bon, et peut-être, bon, je ne peux pas forcer un peu mon destin, peut-être que l'affinité, être complice d'une culture étrangère, être complice d'une culture qui n'est pas la vôtre, parce que je suis citadin, quel que soit mon espace familial, peut-être que mon père et ma mère ont joué beaucoup pour aller vers l'autre encore. Oui. Vous aviez aussi vos moments d'intimité. C'est des moments où vous vous êtes découvert, où vous avez chopé le virus de la culture, de la lecture et de l'écriture, puisque vous avez commencé à écrire très jeune, dans des petits carnets. À quel moment vous avez commencé à justement écrire et à lire dans une époque où il n'y avait pas des livres à profusion, il y avait une indigence sur le plan. On n'avait pas de bibliothèques dans la maison, pas forcément même dans les écoles. Indigence, c'est un euphémisme. Non, c'est un euphémisme. Un euphémisme. Non, c'est un euphémisme, oui. Il y avait le Coran. Hein. Il y avait une indigence. Bon, heureusement, mon père achetait un peu l'Arabie. À l'époque, c'était... je pouvais acheter, on n'était pas loin de l'Coréa, donc je peux toujours acheter quelques livres, mais il est une nuit, Bada'i az-Zuhur, des petites choses comme ça. Mais à chaque fois, bon, il y avait l'école, effectivement, avec les petites histoires que les instituteurs nous encourageaient à les acheter, donc à les louer. Donc il y avait les deux, il y avait quand même une petite brèche qui nous poussait à. Mais il fallait vraiment avoir un peu de chance pour aimer lire. Parce qu'on était forcé à lire des choses à cause de l'école ou grâce à l'école. Mais là, comme vous avez dit, c'est des moments intimes. C'est moi qui décide de lire. Personne ne m'oblige à lire. Des moments intimes où j'échappe à la famille, au quartier, à l'école, etc. Je suis seul, en train de lire, et avoir du plaisir, parce qu'on ne peut pas transmettre le plaisir de lire. Oui. Personne ne peut transmettre. Vous pouvez créer un cadre qui suscite le plaisir de lire. Mais pas un cadre, c'est-à-dire mon père qui achète l'Arabie. Bon, il y a plusieurs articles que je ne pouvais pas comprendre à l'époque, mais il y a Taraïf Arabia, il y a des petites histoires par-ci. Et bon, une fois par
par mois, j'avais au moins. Et donc c'était un peu cette culture générale, mille et une nuits, c'est le plaisir du texte qui m'a poussé un peu. Ça, je n'ai aucune explication à ça, sincèrement. Aucune explication, parce que le quartier était ce qu'il est, à l'école, etc. Alors, le quartier, parlons-en du quartier. Vous avez grandi à Drb Sultan, c'était Marouf, un quartier de Drb Sultan. C'est un quartier mythique, dont on ne sort jamais indemne, au sens positif comme négatif. Quel impact le quartier d'Abd Sultan a eu sur l'homme que vous êtes devenu? À quel moment vous vous êtes éloigné ou bien vous êtes resté, mais en vous construisant votre propre bulle, votre propre monde? Oui, il y a deux étapes. Donc, le quartier, c'est le premier espace sur lequel un enfant ouvre ses yeux. Premier espace après la maison. Tu sors, enfin, on sort, on jouait. Donc, depuis peut-être l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, c'était le quartier. Le quartier était formateur. Il était formateur de plusieurs points de vue. Là également, c'est la transmission sans l'intention de transmettre. Donc, il y a les valeurs de l'équité, les valeurs de la méfiance, beaucoup. Les valeurs être futé, parce qu'il y a toujours l'émulation, la compétition. Les jeux ne sont qu'un prétexte pour ces pratiques-là d'émulation, etc., qui va avoir le dernier mot. Et donc là, c'est formateur de ce point de vue. La famille, il y a les parents, tu reçois un peu l'ordre, il y a l'exemple et tout ça, mais bon, ce n'est pas un espace, on ne va pas concurrencer son père ni sa mère, peut-être les frères, quand il y a une fratrie. Mais là, c'est vraiment un espace, c'est une arène où il faut s'affirmer. Bon, ça, bien sûr, on l'apprend maintenant. On peut l'apprendre à l'école, à la récréation, même en famille. Et à un moment, le quartier devient relativement pauvre, en tout cas inadéquat par rapport aux besoins culturels de l'adolescent qui a 15 ans, 16 ans. À votre révolution, oui, à vous. Exactement, justement. Ou à d'autres. Voilà. Peut-être d'autres. 15 ans, 16 ans, voilà, il y a de la redondance. Les jeux 15 ans, les jeux de 15 ans, donc on ne les trouve pas. Bon, le foot, on peut jouer jusqu'à 20 ans, etc. Et c'est là où j'ai découvert la maison de jeunesse, c'est là où j'ai découvert... Justement, vous découvrez là quelque chose qui a beaucoup compté pour vous, la maison de jeunesse, mais les ciné-clubs, vous découvrez le cinéma. Je fréquentais le cinéma avant le ciné-club. Et donc le ciné-club, je suis venu parce que j'aimais déjà le cinéma, et seul, et je me débrouille de l'argent de différentes manières. Vous n'en aviez pas toujours assez, comme ici. Ah non. Comme cette carte. Là, c'est 20 ans. Bon, j'ai pas encore eu ma bourse. Alors, regardez, c'est bon. Il y avait 5 dirhams, donc il me restait 5 dirhams, ou je ne sais pas, 6 dirhams, des choses comme ça. Donc c'était 15 dirhams la carte. 15 dirhams. 15 dirhams. Vous leur devez toujours 15 dirhams 6 l'année. dirhams. 15 dirhams l'année. Les annexes, comme les associations ou les maisons de jeunesse, sont beaucoup plus formateurs que les écoles. Il faudra que les gens sachent qu'on peut investir autant sur l'école que sur la maison de jeunes ou les associations où on peut apprendre les échecs, la lecture, etc. etc. Oui. Et donc ça vraiment, ça m'a formé parce que c'est 8 ans. Hein. Ça, c'est 4 ans. C'est Dar Shabab C'est Dar Shabab, où j'ai appris beaucoup de choses. Le ping-pong, j'ai appris les échecs, le théâtre. J'ai écrit une pièce de théâtre là, donc grâce. Et donc voilà, les espaces, en dépit de cette indigence, lorsque la personne va chercher là où il y a un peu de verdure. Il y a une rubrique qui s'appelle Triptyque, où on vous demande de choisir 3 photos. Et celle-là, pourquoi ? Je l'ai choisi d'abord, la photo est célèbre, elle date de 1972, c'est un bombardement aérien, États-Unis, Sud-Vietnam, bon, peu importe l'histoire, on dira, ou les deux. Et c'est une photo que j'ai prise lorsque j'étais au musée de guerre à Saigon. Donc il a un double, je suis anthropologue quand je voyage également. Oui. Et le fait de consacrer un musée de guerre, moi je n'ai jamais été dans un musée de guerre. Où il n'y a que des photos comme ça. Bon, j'ai choisi celle-là. Bon, il y en a d'autres, parce qu'elle est connue, elle est un peu célèbre. Elle est terrible. Hein. Elle est très poignante. Elle est terrible. Elle présente à elle toute l'horreur de la guerre. Il n'y a que des enfants, des militaires derrière. Vous avez choisi une deuxième photo. On va la découvrir. Ça n'a rien à voir avec la guerre, heureusement. Donc vous avez intercalé
entre deux photos. Nas Riwan, parce que je rends hommage, c'était l'iceberg. On oublie ça, c'était un peu juste la partie visible de l'iceberg, mais la partie enfouie, c'est les années 70. C'est tous les intellectuels amazirs et non amazirs qui ont parlé de la culture populaire. C'est Tayyib al-Alaj, c'est Siddiqi, c'est Charaibi, c'est le Harraz, etc. Je leur rends hommage parce qu'ils ont valorisé la culture populaire. La troisième photo que vous avez choisie, et c'est là. Ça, c'est une photo terrible, Ouais. mais bon, il faut pas non plus parler que de... C'est une photo terrible, c'est un peu en rapport avec les identités dures qui peuvent devenir meurtrières. Bon, l'alerte un peu, c'est il faudra faire attention aux identités dures avant qu'elles soient meurtrières. Les identités qui sont des identités exclusives, qui sont totalitaires, autoritaires, avant. Parce que après, bon, quand l'identité est portée par la Kalachnikov, c'est terminé. D'où votre livre sur Oui, l'éloge oui. des identités molles. Exactement. Après le collège et le lycée, vous allez à l'université et vous vous orientez d'abord pour des études de sciences politiques. Pourquoi? Parce que c'était dans l'air du temps, parce que vous étiez un peu attiré par le marxisme. Moi, j'allais choisir anglais. Parce que j'ai fait un petit voyage de 3 mois en Angleterre, en 5e année, donc le terminal. J'étais très bon en anglais. J'avais de très bonnes notes en anglais. Bon, j'ai dit, bon, il faut continuer. Sauf que l'anglais, c'était à Rabat, ici, à Rabat. Et la bourse, c'était 400 dirhams le mois, pendant 10 mois, donc je ne pouvais pas. Mon père venait de partir à la retraite, 75, donc moi je rentre à l'université, lui sort du travail, et donc il fallait un peu l'aider. Donc je suis resté à la fac, qu'est-ce qu'il y avait? Pourquoi j'ai dit le hasard? Oui. Il y avait le droit en arabe, il y avait les sciences politiques en arabe pour la première fois, sciences Oui. politiques en français, il y avait les sciences économiques. Je n'étais pas prêt, alors que des amis qui ont eu ma formation ont fait sciences économiques, ils ont réussi. Donc j'ai choisi sciences politiques. Vous avez changé de sens politique. Oui. Parce que C'est des choix à défaut. Hein, donc, à défaut, mais vraiment oui. à défaut. Hein, Mais à l'université, vous allez tout de même faire une rencontre qui va bouleverser ou réorienter votre parcours, celle avec Bruno Etienne. Pourquoi cette rencontre était pour vous une sorte de rupture ou de début de quelque chose de nouveau? Il était à la fois passeur de nouvelles attitudes, mais passeur d'une nouvelle connaissance. Oui. Donc il a beaucoup joué. Et depuis, rien n'est... Il nous disait, bon, l'évidence, mais écoutez, regardez le soleil, il se couche, il se lève, mais en vérité, il ne bouge pas. Oui. Donc ne vous fiez pas aux évidences. Ne vous fiez pas aux évidences. Toujours Et être ça, c'était sceptique, important les parce que- lectures, tout, ne rien prendre pour eux. Exactement, donc rester un peu à chaque fois Toujours. critique, un peu de réflexivité, on n'utilisait pas le mot à l'époque, Oui. mais critique, et ne pas avaler, rien aller de soi. Autre rencontre et tournant important dans votre parcours, la rencontre en 1980 avec Paul Pascan. Certains disent que c'est les pères de l'anthropologie au Maroc. C'est un prédécesseur, comme d'autres, il y en a eu d'autres sûr. avant lui, il n'y avait pas que Paul sûr. Pascan. Dans quelles circonstances vous l'avez rencontré et qu'est-ce qu'il vous a principalement transmis comme principe et comme réflexe d'anthropologie? Parce qu'avant, vous étiez dans la sociologie, mais là, vous allez un peu virer, bifurquer vers l'anthropologie. Ça, c'est une photo mythique du groupe Oui, que vous étiez. je l'aime bien, je l'aime bien. Elle est belle, cette photo. Heureusement que Daniel Schroeder, un historien américain, A immortalisé ce moment. à qui je rends hommage, qui m'a donné cette photo lors d'un voyage aux États-Unis. La photo existait avant, mais bon, Oui. pas avec cette qualité. Paul Pascan est en djellaba blanche et il est vous, on vous en- il est en reconnaît ici. djellaba. Oui, moi, la barbe, toujours les petits, Oui. les endroits morts. Hein, donc on peut faire la psychanalyse des photos et voir un peu comment je me positionne. Très rarement au milieu, sauf quand je suis enseignant, que les Oui, étudiants obligé. m'obligent à être au milieu. Alors, Paul Pascan, Paul Pascan, vous étiez déjà sur le terrain à l'époque de Paul Pascan. vraiment au début, je travaillais j'ai commencé mon travail sur les Ummour. Et puis 6 ou 7 mois après, donc il y avait la soutenance de notre ami Mohamed Tozi qui est à gauche. En bas à gauche, oui. À gauche, en bas à gauche. Il y avait la soutenance et Pascan était venu. C'est la première fois, peut-être personnellement, que je vais le voir. Bon, j'avais déjà lu le House ou parcouru le House. Je
connaissez le nom. Et nous étions, en tout cas j'étais fasciné par... C'était une soutenance. Il prenait quand même la craie au tableau, il nous expliquait des choses, etc. Donc il était toujours beaucoup de générosité. Exactement, dans ce souci de transmettre, dans cette attitude généreuse. Et juste après, quelques mois après, donc, par le biais de Mohamed Tawzi, il a dit, bon, s'il y a des enquêteurs, des jeunes enquêteurs, on était au début, hein, vraiment au début, on ne savait rien. Oui. Et donc, c'était une enquête encadrée par des Hollandais sur l'immigration. Mais c'était également l'occasion de le côtoyer chaque nuit. Et donc, il y avait des travaux, le livre sur Edir, la maison d'Edir, il était en cours de préparation. J'étais pas dedans. Et donc voilà, je le raconte, la générosité. Il prenait le temps de partager avec des étudiants, de ne pas nous réduire à des enquêteurs. Oui. Vous étiez sur le terrain, vous vouliez travailler là sur le Zemmour, vous étiez fasciné par un sujet qui vous attirait, celui du sacré et de la sacralité. Au début, vous vouliez travailler sur le Zemmour. Après, au final, il y a eu des circonstances, vous allez travailler sur les Ait Mizan, pas très loin de là. Pourquoi le sacré et la sacralité vous fascinent-ils? C'était votre sujet de thèse. Et ensuite, vous allez travailler sur le Sidi Hicham Harouche, le sultan des autres. Qu'est-ce qui vous attirait dans les rituels Alors, au départ, j'allais justement juste travailler sur les transformations qu'a subi cette tribu, Zemmour. Et donc, j'ai un peu décrit l'état traditionnel, la période coloniale et la période de l'indépendance. Et donc, de décrire un peu les transformations structurelles, etc. Et en travaillant sur sur la période précoloniale, j'ai découvert un peu des rituels qui me fascinaient, moi, voilà, jeune, citadin, etc. Et puis voilà, les gens, voilà, il y avait les ta'argiba, il y avait des sacrifices pour mettre fin à la guerre. C'était un sacrifice terrible. Qu'on coupait les jarrets du cheval pour lui donner la position de suppliant. Mais c'était le code culturel de l'époque. Et c'était une manière d'arrêter la guerre. Et à l'époque, il y avait le livre de René Girard qui était à la mode, Le sacré et la violence, que j'avais lu. Et j'ai dit, bon, peut-être que je peux trouver une petite brèche. Et vraiment, c'était le commencement. Des études du terrain, vous en avez fait sur les nomades ou autres, sur les ouvriers. Mais il y a une étude en particulier qui vous a impacté émotionnellement. Un sujet cette fois-ci qui est dans le milieu urbain, pas dans le milieu rural, qui était votre spécialité. C'est celui de l'immigration féminine dans le Haouza Marrakech. C'est, vous dites, le seul travail, la seule étude qui vous a fait verser une larme. Pourquoi ? Des larmes. Des larmes. Des larmes. J'ai jamais pleuré sur le terrain. Et Dieu sait que c'est pas par manque de misère. Oui. J'ai observé la misère chez les nomades. J'ai observé pas la misère, mais la pauvreté dans l'Oud Atlas, etc. Et puis je peux observer la misère pas loin à Dar Sultan. Hein, donc il y a des quartiers, il y a des bidonvilles. Ce n'est pas le petit occidental qui connaissait rien, etc. Et puis là, c'était comme je l'ai écrit, c'était vraiment, la dose était très forte. Alors qu'avant, c'était homéopathique. Là, c'était au quotidien. C'est le mot. C'était homéopathique. C'est-à-dire qu'il y a des images de pauvreté, d'indigence avec d'autres. Et ça alternait, donc ça compensait. Là, et nous avons sonné, en tout cas le rapport a sonné l'alarme, je ne sais pas si nous étions écoutés, pour dire tout simplement il y a quelque chose. Parce que c'est quoi l'essence sociale et l'anthropologie lorsqu'elle veut être utile? Parce que c'était une consultation, ce n'était pas une étude de terrain académique au sens académique du terme. Et donc, c'est tout simplement de dire, bon, écoutez, vous avez des statistiques, il n'y a pas de statistiques pour les femmes migrantes autonomes. C'est-à-dire la fille qui va prendre une petite sacoche, une petite valise, un sac en plastique où va mettre ses petites, misérables habits, et puis elle va venir à Marrakech. Et ça, c'est nouveau. C'est vraiment un phénomène émergent. Quand on fait un peu l'histoire et de l'immigration, on va voir que, bon, en Asie, ça date des années 50, 1950, 1935-40, en Amérique latine, à peu près la même époque. Et non, que fait l'État pour ça?
Que fait l'État pour ça? Et donc, c'était vraiment une vie terrible. Hein. C'était des défis qui gagnaient au mieux 20 dirhams, 25 dirhams le jour, oui. S'ils travaillent, s'ils trouvent du travail. Vous avez beaucoup travaillé aussi sur l'identité et les identités marocaines. Vous avez abordé dans de nombreux travaux, comme l'éloge des identités molles ou autres. Je voudrais savoir, est-ce qu'on hérite de l'identité de son père ou est-ce qu'on fabrique sa propre identité? Comment définir la question que se posent les gens aujourd'hui? Parce qu'on dit que c'est une identité multiple, plurielle, mais comment on peut définir l'identité marocaine et qu'est-ce qui fait sa spécificité? C'est quoi pour vous être marocain aujourd'hui? Alors, on ne pensait pas à l'identité marocaine avant, il y a peut-être... c'est récent, comme 60 ans, oui, à partir des années 40 oui, peut-être Là, j'en parle dans Symboliser la Nation. Symboliser la Nation, oui. C'est un peu avec les jeunes nationalistes. Il n'y a pas une date, mais il y a un processus qui a duré peut-être une quinzaine d'années et qui a été consacré par la Fête du Trône, oui. La célébration de la Fête du Trône en 1933, qui est consacrée rituellement. Oui. Je reviens encore au rituel. Oui. Les nationalistes n'étaient pas stupides. Oui. Ils étaient très intelligents pour dire, bon, le cérémonial également peut mobiliser, le rituel peut symboliser une nation, etc. etc. Et donc, c'est la première fois où des Marocains, en tant que tels, vont célébrer une fête. Le calendrier, il est connu, le calendrier au Maroc, il est connu. Traditionnel, c'est un peu, voilà, les marouf, oui. Les moussam, de ceci, de cela, groupes, etc. Des tribus. Exactement, des tribus. Ça, c'est le local. Et puis, vous avez les fêtes religieuses, mais qui sont célébrées en tant que musulmans. Et puis, il y a les juifs marocains qui célébraient également leur rituel en tant que juifs marocains. Parfois, il y a des moussams où il y a les deux. Il y a des hululas qui sont célébrés par les juifs et par les marocains. Par les juifs musulmans. Et les marocains et les juifs marocains. Par les marocains juifs et les marocains musulmans. Exactement. Par les marocains juifs, je le répète, et les marocains musulmans. Ben, bon, sauf qu'à l'époque, le mot marocain voilà, était relativement potentiel. Et donc, voilà, pour la première fois, juifs et musulmans vont célébrer une fête, mais en tant que marocains, pas en tant que musulmans, pas en tant qu'appartenant à une tribu, etc., etc. Alors, la marocanité, à un moment, la marocanité, c'était être arabe et islam. Être le pilier arabe et le pilier islamique. Avec le combat d'intellectuels, amazirs et non-amazirs, bon, ça s'est élargi à la mazirité et ça a été consacré par la Constitution. L'identité, dire qu'est-ce que c'est qu'un Marocain, de façon autoritaire, de façon externe, on va rester dans la conception un peu objectiviste de l'identité. Il y a quelqu'un qui va définir ce qu'est l'identité. Même la liste qui est longue, qui est magnifique de la Constitution, elle est encore relative. Et il faudra la prendre comme une conception relative de l'identité, pas comme l'identité. Et donc c'est à nous, c'est l'espace public. Et c'est les contextes qui vont déterminer à chaque fois qu'est-ce qu'on va prendre en considération. Oui. La marocanité n'est pas quelque chose qui se vit de façon totale, c'est impossible. Personne ne peut être à la fois musulman, berbère, amazir, 24h/24. Donc ça dépend des contextes, tout dépend des contextes. C'est ce que je défends un peu dans Éloge des identités molles, une identité contextuelle. Contextuelle. Pas un magasin, on va puiser. Et cumulative. Et cumulative. Et cumulative. Parce que mes frères, mon frère, maintenant, j'ai des neveux qui sont canadiens. Oui. Oui. C'est ça cumulatif. Cumulatif, c'est que je ne suis pas prisonnier d'une identité. Et que mes enfants ne sont pas prisonniers de mon identité. Comme moi, je n'étais pas prisonnier de l'identité de mes parents. La transmission, elle est là. Oui. Elle n'est ni complète, ni définitive. On peut parler des heures de ces sujets qui sont passionnants. Malheureusement, on ne fait que les effleurer. On arrive à la dernière rubrique, celle du chef-d'œuvre. Et on va découvrir le chef-d'œuvre que vous avez choisi, Hassan Rachid. Together. Let's go. Hop. Again. Hop. Down.
sous le Vendu. Pourquoi vous avez choisi cet extrait comme chef-d'œuvre? Alors, ce n'est pas vraiment pour créer les liens, mais c'est en lien avec l'image du Mossoul, avec l'image des intégristes qui sont un peu contre l'art. Les intégristes violents, hein, parce que bon, l'intégriste un peu pacifique, bon, il peut être intégriste, ça le regarde. Oui. Les intégristes qui n'acceptent pas l'autre, qui n'acceptent pas l'art, qui n'acceptent pas la musique, d'accord. Et donc, il y a deux choses. Un, on peut apprendre, vous êtes intellectuel, c'est un romancier, il peut apprendre de l'autre. Hein, donc c'est une scène d'humilité. Oui. Et puis quelqu'un qui va te montrer quelque chose à laquelle tu n'es pas préparé, parce que le corps de l'intellectuel, y compris le mien, est rigide. Ça danse très peu, ça gesticule très peu. Oui. D'accord. Et donc lui, maintenant, voilà, il lui apprend des pas à porter son corps et à le porter librement. Juste pour rappel, c'est un film sublime, Zorba le Grec, de Mikhaïl. Le roman aussi, hein. Le roman aussi de Mikhaïl Kokoyannis, il a été réalisé en 1964. Un film, un chef-d'œuvre du cinéma. Hassan Rachek, un grand merci pour cette immersion, quoique rapide, et dans votre long, riche et passionnant parcours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, moi je suis complet, hein, donc pour vous rassurer, je suis complet. Merci beaucoup, bon. Merci. Et à très bientôt, j'espère. À très bientôt, merci à vous. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée et à la semaine prochaine.